Imaginez un instant si on pouvait comprendre le monde de demain juste en regardant les infos d'une seule journée. C'est le pari un peu fou qu'on fait aujourd'hui. En se plongeant dans la revue de presse d'un jour bien précis, le 2 janvier 2026, on va essayer de décrypter ensemble les grandes forces qui sont en train de redessiner notre avenir. Alors, qu'est-ce qui nous racontent ces titres ? D'un côté, un maire socialiste à New York et de l'autre, un boom boursier complètement inattendu en Europe du Sud. Les contrastes sont vraiment saisissants, ça nous dépeint un monde en pleine ébullition. Pour y voir plus clair, on va explorer ça sous 4 angles. La montée des extrêmes en politique, les grosses secousses de l'économie mondiale, les tensions qui fracturent les nations, et puis, bien sûr, les guerres culturelles qui redéfinissent nos sociétés. Allez, on commence par la politique, parce que ces contrastes idéologiques dont on parle, ils ne sortent pas de nulle part. En fait, ils nous montrent que l'ordre politique qu'on connaissait est en train de sérieusement vaciller, que ce soit à droite ou à gauche. Aux États-Unis, c'est particulièrement frappant. D'un côté, on a l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Lui, c'est un socialiste, son cheval de bataille, c'est le coût de la vie. Et de l'autre, on a l'administration Trump, qui, elle, continue de galvaniser ses troupes en se présentant comme une victime du système, de la justice, du monde entier. 2 discours qui s'opposent en tout, mais qui utilisent au fond la même stratégie, la contestation de l'ordre établi. Et ce qui peut être le plus révélateur, c'est cette petite phrase de Steve Bannon, un des grands stratèges de la droite dure américaine. Il l'admet lui-même, la méthode de Mamdani est une menace sérieuse. Quand votre principal adversaire reconnaît votre force, c'est que quelque chose de profond est en train de changer. Et cette remise en cause des institutions, elle ne s'arrête pas aux frontières. L'administration Trump est en train de construire une sorte d'international populiste. Par exemple, en menaçant des juges français pour défendre Marine Le Pen, elle ne fait pas que s'ingérer dans les affaires d'un pays allié. Non, elle essaie carrément d'exporter sa vision du monde, une vision où le pouvoir politique doit primer sur la justice. Forcément, toutes ces tensions politiques, ça a des conséquences directes sur l'économie. Et là aussi, le tableau est plein de contrastes, plein d'incertitudes. Le premier contraste est juste spectaculaire. Il faut regarder ces chiffres des bourses pour 2025. L'Espagne, la Grèce, l'Italie. On parle des pays du Sud, ceux qu'on considérait il n'y a pas si longtemps comme les mauvais élèves de l'Europe. Eh bien aujourd'hui, ils affichent des résultats bien meilleurs que les locomotives traditionnelles comme l'Allemagne ou la France. C'est une vraie redistribution des cartes, en grande partie grâce au plan de relance européen. Mais attention, cette euphorie est loin, très loin d'être générale. En France, par exemple, le nombre d'apprentis chute pour la première fois en 10 ans. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre. Ça veut dire concrètement que des jeunes vont avoir plus de mal à s'insérer dans le monde du travail. C'est une conséquence directe des coupes budgétaires. C'est ça en fait tout le paradoxe français. D'un côté, on a une économie qui résiste plutôt bien, avec une inflation maîtrisée et des secteurs champions comme le luxe. Et de l'autre, on a un pays qui semble complètement paralysé par ses divisions politiques, ses problèmes de budget et les menaces qui viennent de l'extérieur. C'est un équilibre extrêmement précaire. Cette fragilité économique et politique, elle met les nations à très rude épreuve. Un peu partout dans le monde, on voit des divisions internes qui s'aggravent et des conflits externes qui se multiplient. Franchement, un simple coup d'œil aux actualités du jour, ça donne le vertige. La France est bloquée. Au Yémen, des anciens alliés se font la guerre. L'Iran s'enfonce dans une répression sanglante. Au Venezuela, les États-Unis jouent avec le feu. On a vraiment l'impression d'un monde au bord de la rupture. Et même la première puissance mondiale est touchée par cette fragilité. Le Parti démocrate, qui est censé incarner une alternative solide, est lui-même complètement fracturé, incapable de convaincre. Et quand l'opposition est aussi faible, c'est tout le système démocratique qui est en danger. Finalement, si on prend un peu de recul, tous ces conflits se rejoignent sur un point essentiel. On assiste à une immense bataille pour les règles du jeu. Ce qui est attaqué de front, ce sont les fondations mêmes de nos démocraties. Une justice indépendante, une presse libre, le respect du droit international. L'objectif est assez simple, remplacer toutes ces règles par la seule loi du plus fort. Et cette bataille pour les règles du jeu, elle ne se passe pas seulement sur le terrain politique ou économique, non. Elle se joue aussi au cœur même de nos sociétés, dans ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les guerres culturelles. Prenons l'exemple de Cologne. 10 ans après les terribles agressions de la Saint-Sylvestre, la douleur des victimes est évidemment toujours là. Mais ce drame a été complètement instrumentalisé. Il est devenu un symbole, une arme politique que l'extrême droite utilise pour alimenter la peur de l'immigration. C'est un cas d'école de la façon dont on peut manipuler la mémoire collective. Cette stratégie, elle a un nom. C'est la bataille culturelle. L'extrême droite dit vouloir gagner le combat des idées. Mais pour beaucoup d'observateurs, c'est un leurre. L'idée serait plutôt d'agiter des épouvantails comme le wokisme pour détourner l'attention des vraies urgences, qu'elles soient sociales ou climatiques. Mais la société, ce n'est pas seulement un champ de bataille, c'est aussi un laboratoire. On y voit des artistes américains qui viennent chercher refuge à Paris, des débats qui s'ouvrent enfin sur notre rapport aux écrans, ou des mouvements citoyens comme le Dry January qui prennent une ampleur folle. C'est autant de signes qu'au milieu du chaos, beaucoup de gens cherchent à réinventer leur façon de vivre.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette journée du 2 janvier 2026 Eh bien, elle nous montre un monde dont les fondations tremblent. Les anciennes certitudes, c'est fini, elles ont disparu. À la place, on a un immense champ de bataille où s'affrontent des visions radicalement différentes de l'avenir. La vraie question, au fond, elle est là. Au milieu de ce grand basculement, quel avenir est-on en train de se construire? Est-ce que ce sera celui du repli et de l'autoritarisme ou celui d'une société plus juste et plus ouverte? Pour l'instant, la réponse n'est pas encore écrite. Merci d'avoir suivi cette analyse.